Donc bonjour à tous, merci d'être venus pour cette super conférence. Donc on organise cette conférence dans le cadre d'un programme qui a été mis en place au troisième lieu. Donc pour les gens qui ne sont pas encore venus au troisième lieu, il faut venir. Bruno, il faut venir. En fait, on a mis en place un programme pour faire en sorte que plus de femmes s'approprient le lieu et les technologies qui sont dans l'espace. Et donc vous pouvez tous venir faire à la fois vos projets pro et vos projets perso, donc sur le temps que vous voulez. C'est ouvert toute la journée. Et puis on a des petits ateliers le midi aussi, où vous pouvez venir vous initier aux machines, venir sur des cours sur comment est-ce qu'on modélise sur SketchUp, comment est-ce qu'on découpe en 3D, ou même comment est-ce qu'on découpe au laser, ou même comment est-ce que vous pouvez réparer vos objets. Donc n'hésitez pas à venir, on est au bâtiment 3A. Et voilà, je vais laisser la parole à Joaquin qui va faire aujourd'hui une conférence qui va raconter l'histoire des débuts de l'informatique à travers différentes figures marquantes. Voilà. Eh ben, bonjour. Donc, voilà, je vais démarrer effectivement je vais démarrer donc pas vraiment par de l'informatique, parce que je vais un peu plus loin, mais l'informatique en fait servait enfin l'idée c'était qu'on avait besoin de calculer. Mais pourquoi on avait besoin de calculer? En fait, pendant très longtemps, on se contentait d'une petite quantité de calcul. Donc la mécanisation du calcul, et ce n'était pas vraiment une nécessité. Un des premiers calculs de masse, on va dire, quelque chose qui a demandé beaucoup de travail à calculer, connu, c'est cette table-là, là, qui est écrite, recopiée en arabe. C'est des tables trigonométriques écrites donc en des chiffres arabes. En fait, ça date par un certain Algorithmi, il s'appelait à l'époque en latin, Al-Khwarizmi. C'est lui qui donne le nom de algorithme. Quand on entend le mot algorithme, en fait, ça vient de ce mathématicien, un mathématicien perse qui donc arrive en Europe via l'Empire arabe et qui était donc sur la route de la soie. Et donc, il a apporté les mathématiques indiennes et les chiffres en particulier, les fameux chiffres arabes, c'est de lui que ça vient, c'est par là qu'on les a eus. Et ben donc ce monsieur, il s'appelait Algorithmi, comme algorithme, ça c'est son nom là-bas en haut en perse. Donc ces tables, donc elles étaient recopiées inlassablement pendant des siècles. Là on a c'est copié en latin par des copistes, donc c'était vraiment un boulot assez galère, un travail de bénédictin. Ça, justement, c'est fait par des moines bénédictins. Et, donc, recopier ça. Alors, donc, pourquoi faire des calculs? Puisque déjà, les recopier, c'était tellement, tellement difficile. Donc, effectivement, on n'a pas fait beaucoup de calculs, à part Algorithmi, donc qui a fait plein de calculs. Et après, ces tables trigonométriques ont été recopiées plein de fois. Elles servaient pour les calculs astronomiques. Donc effectivement, tout ça jusqu'à l'arrivée de l'imprimerie. Là, vous avez un texte imprimé aux alentours de 1600 qui sont sur les logarithmes par un certain Nepero, qui est donc Napier, celui qui est l'inventeur des logarithmes. Et donc, c'est ça, voilà. Et donc ici, à quoi servent les logarithmes? En fait, les logarithmes, ça sert à transformer une multiplication en addition. C'est-à-dire, en fait, une addition, c'est assez facile à faire, mais une multiplication, ça prend beaucoup plus de temps. On a un exemple assez facile, on utilise souvent le logarithme, en fait, sans s'en rendre compte, parce qu'on utilise un truc simplifié. C'est par exemple quand si je veux multiplier 100 par 1000. Si je veux multiplier 100 par 1000, je ne fais que compter le nombre de zéros et les additionner. Donc ça va me faire 2 zéros, plus 3 zéros, ça me fait 5 zéros en tout, donc ça me fait 100 000. Facile. Donc là, on a utilisé le logarithme base 10 de 100 et de 1000 pour faire notre calcul. On a fait donc une multiplication qui aurait pu être coûteuse, en fait, était assez facile, c'était juste une addition simple. Et donc, si je veux multiplier là, ces deux grands nombres qui sont là, et ben, comment je peux procéder? Et ben, justement, grâce à Napier, un Écossais qui portait des noms dans plein de langues, et,
et donc qui est lui qui était un grand lecteur d'algorithmie et qui a popularisé les nombres arabes et leur une manière de l'écrire simplifiée. Et il a inventé les logarithmes. Il est connu maintenant surtout pour avoir inventé les logarithmes. Et donc effectivement, il a trouvé un truc qui s'appelait le logarithme, qu'on appelle le logarithme népérien de la part de Népère. Ici, on est capable d'avoir le logarithme ce qui définit le logarithme, c'est que quand on prend le logarithme d'un produit, on obtient, c'est égal à la somme des logarithmes. Alors donc comment on procède? Eh ben, on a écrit des tables comme ça grâce à l'imprimerie. Là, il y avait des gens qui calculaient. Là, c'est un certain Briggs, je crois, qui a calculé celle-là. Et donc, qui remplissait. Et là, ça servait de le calculer. Ça demandait un travail dingue. Donc, on bossait pendant 1 an à faire des calculs. Mais après, on l'imprimait et ça se vendait en des milliers d'exemplaires dans toute l'Europe. Et donc, ça permettait, c'était rentable tout d'un coup de faire le même boulot qu'algorithmie. Et donc voilà, ça c'est le logarithme népérien. Alors vous pouvez voir ici le logarithme de 1, là-bas c'est 0, le logarithme de 2, c'est etc. Et on a ici toute la liste des logarithmes de 16, etc. Et là c'est comme ça. Donc c'est des pages et des pages et des pages comme ça de logarithmes. C'est une table de logarithmes. Et quand on veut faire donc un calcul, comment on fait? Ben là on veut multiplier les deux nombres. Et ben on cherche dans la table quel est le logarithme du premier nombre, hop, on obtient. Quel est le logarithme du second? Voilà, parfait, on prend les logarithmes en question, on les multiplie, on les additionne, je vais dire, voilà, on les additionne, on obtient le résultat, on le cherche dans la table et on voit c'était le logarithme de quoi. Et voilà, et comme ça on obtient notre résultat. Et donc ça permettait de faire cette multiplication qui prenait beaucoup de temps. Et ben, il suffisait de tourner les pages dans la table de logarithme et on pouvait le faire. Alors, donc effectivement, cette pré-mâchage du calcul, ça se faisait beaucoup. Donc à l'époque, on a commencé à le faire. Et donc on avait des tables de toutes sortes de fonctions déjà précalculées. Et donc, quand on avait besoin de calculer quelque chose, eh ben, on allait chercher dans la table quel était le résultat. Donc, c'était précalculé. Et là, c'était un métier à l'époque de calculer. Ça pouvait être un métier. On pouvait gagner sa vie avec. Donc, ça devenait. Donc là, on s'est mis à calculer. Donc, c'est là qu'apparaît qu'un phénomène nouveau avec en fait l'astronomie. On a de plus en plus de données, de plus en plus de choses à calculer. Et il y a un peu les hasards de l'histoire. Il se trouve que c'est une femme qui participe à cette aventure, qui est donc après elle a été calculatrice pendant pas mal d'années à la connaissance du temps, une revue qui publiait des tables de calcul. Et donc en fait ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a calculé le retour de la comète Halley, mais c'était le premier calcul collectif. En fait, ils étaient 3. Et pendant près d'1 an, ils s'asseyaient tous les jours et pendant plusieurs heures, ils calculaient. Et donc c'était un calcul, ils ont réussi à se partager les tâches en quelque sorte et ils faisaient le calcul. C'est un calcul assez, même très compliqué, parce que c'est, pour ceux qui connaissent un peu la mécanique newtonienne, c'est un calcul à 3 corps, même plus, puisqu'en fait la comète Halley, elle ne tourne pas juste autour du Soleil, elle est déviée en fait par les grosses planètes qu'elle rencontre, en particulier dans ce cas-là Saturne. Donc en fait, et n'importe quelle petite différence d'une petite décimale va modifier complètement le résultat. Voilà. Donc en fait, ils calculent ça à 3. Hein, donc Nicole Rennes-Lepaute, Alexis Clairaut et Jérôme Lalande. Ils calculent, ils sont là pendant des mois et des mois. Et ils ont réussi donc à calculer à quelques semaines près. Donc à 3 semaines près, ils ont calculé la date exacte du retour de la comète. Donc ça, c'était un calcul collectif. À la suite de ce calcul collectif, ça a été théorisé et il y a de plus en plus de groupes qui se sont mis à faire du calcul collectif. Et à ce moment-là, les tables astronomiques étaient très utilisées. Là, c'est les tables astronomiques, enfin nautiques anglaises, dans lequel on a les éclipses, on a les marées. En fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'au niveau de la navigation, connaître la position très précise
des étoiles et des planètes dans le ciel, c'était essentiel. Donc en fait, vu que la marine, c'était le nerf de la guerre, la richesse de l'Empire anglais comme de l'Empire français, qui les deux faisaient concurrence, donc il finançait l'astronome royal anglais et de même en France. Il finançait donc des journaux qui s'appelaient donc la connaissance du temps, où travaillait Le Pote en France, et le journal nautique en Angleterre. Donc voilà, donc ça c'était les tables, et donc ces tables-là étaient très populaires, enfin étaient vraiment très utiles, utilisées pour tout. Même actuellement, on continue à avoir des tables de marée pour ceux qui n'utilisent pas encore des ordinateurs, ou même si en cas l'ordinateur tombe en panne, si on fait par exemple de la voile, on va encore utiliser ce genre de table-là pour naviguer. Alors donc ici, ça c'est les Anglais. Moi j'aurais tendance à dire que la première femme qu'on peut qualifier enfin connue au moins, qu'on peut qualifier de computer, c'est-à-dire de calculatrice, puisqu'à l'époque, donc on disait une calculatrice, on pensait à une personne qui calculait, ou un calculateur, il y avait des calculateurs et des calculatrices, et en anglais, donc il y avait des computers. Computers, c'était donc pas des ordinateurs du tout, c'était des gens qui calculaient. Et donc ici, là, c'est la première femme, selon les Anglais, la première femme computer. Il se trouve que effectivement, c'était assez exceptionnel à l'époque, mais c'était quand même accepté que des femmes puissent calculer. On le voit avec Le Pote, et on le voit avec donc cette femme-là. Mais bon, à l'époque, toutefois, c'était quand même surtout des hommes qui calculaient. Là, dans l'almanach nautique britannique, donc effectivement, c'était une seule femme parmi 35 calculateurs. Mais bon, elle était quand même acceptée. Donc, près un bon bout de temps après, donc on en était toujours un peu dans la même situation, dans laquelle on utilisait essentiellement les calculs en astronomie. Et donc là apparaît donc Williamina Fleming aux États-Unis. Et elle était donc aussi calculatrice parmi une équipe d'hommes. Donc c'était une mathématicienne, c'était de l'astronomie, faut pas s'imaginer ça comme des petits calculs tout simples, c'est des calculs extrêmement complexes qui nécessitent des connaissances en mathématiques assez importantes. Il faut souvent improviser, c'est-à-dire on ne peut pas juste se dire on va faire le calcul comme ça, on ne sait pas comment faire le calcul, il faut trouver la manière de le faire dans un temps raisonnable, faire des simplifications qui soient suffisamment bonnes. Donc elle avait un assez bon niveau, mais quand elle travaillait avec ses collègues masculins, enfin dans ce que raconte l'histoire en tout cas, c'est qu'elle se faisait vraiment très maltraiter. Et on disait par exemple, il y avait à l'époque, elle était écossaise, et il y avait du racisme écossais à l'époque aux États-Unis, il n'y avait pas les Mexicains encore, c'était les Écossais qui souffraient. Et donc on lui disait voilà que oui, que ma bonne écossaise ferait les calculs aussi bien que voilà, enfin en gros c'était assez mal accepté qu'elle travaille avec les hommes. Donc elle se plaint au directeur de l'observatoire de Harvard, qui décide de créer une équipe purement féminine pour éviter ce problème, sachant que les femmes sont payées à peu près la moitié de ce que sont payés les hommes. Donc c'est beaucoup plus rentable d'embaucher des femmes. Donc le mec il dit très bien, on va faire une équipe que de femmes, puisqu'on ne peut pas embaucher des femmes au milieu des hommes, donc on va faire une équipe de femmes. Et donc elle fait, donc voilà, on les voit là, en train de travailler. Bon, c'est bien, les photos sont apparues entre-temps, donc on a plus de documents. Et effectivement, les photos sont apparues, et c'est la raison pour laquelle elle travaille. Là, en fait, on les voit, elle regarde avec les photos, elle regarde des images d'astronomie. Et les calculs sont faits à partir d'images d'astronomie. Et donc, effectivement, ces mesures sur les plaques photographiques, les femmes astronomes, donc effectivement, elles sont toutes à peu près astronomes, c'est-à-dire une formation de mathématiques et de mécanique. Et ben en fait, les femmes astronomes se retrouvent reléguées au travail
au bureau, on va dire, alors que les hommes se promènent dans le monde et puis regardent avec des télescopes des choses. Les femmes, elles restent à la maison et regardent les plaques photographiques et font des calculs là-dessus. Donc avec ça, elles calculent l'heure exacte d'une éclipse ou des choses comme ça. Et donc ça, c'est un travail essentiellement comme ça. Alors donc là, ça nous amène à une autre femme astronome qui est assez exceptionnelle, donc qui est française, entre autres. Les Américains disent qu'elle est américaine et les Anglais qu'elle est anglaise, puisqu'elle se promenait un peu partout. Mais bon, elle a eu son doctorat S-Sciences à Paris en 1893. C'est la première femme à avoir un doctorat S-Sciences. La première. Et les suivantes, ça viendra, mais des décennies plus tard. Il faudra attendre un XXe siècle bien avancé avant d'en arriver là. Et donc, je reste un peu sur celle-là parce qu'elle était vraiment étonnante. Donc, elle était nommée à l'Académie des sciences. Ce qu'il faut voir, c'est que l'Académie des sciences, c'était quelque chose d'assez fermé. Marie Curie n'a pas été acceptée à l'Académie des sciences, malgré son Nobel. Mais Dorothea Klumpke, oui. Et donc, elle était directrice du bureau des calculs. C'est un peu l'équivalent de Wilhelmina Fleming à Harvard, donc quelques années plus tard. Et si vous avez étudié médecine, je ne pense pas qu'il y ait des gens dans la salle, mais si vous avez étudié médecine, vous connaissez peut-être la paralysie de Klumpke, ce qui n'a rien à voir avec cette Klumpke, ou plutôt si ça a à voir, puisque c'est sa sœur, qui était la première externe de médecine des hôpitaux de Paris. Et donc voilà, donc c'était une famille de gens brillants. Bon, elle a plein d'autres histoires, enfin c'était la première en plein de choses. Mais bon, c'est elle qui a fondé le bureau des calculs pour la carte du ciel. Je n'ai pas réussi à savoir si c'était une équipe purement féminine, mais j'ai trouvé une photo du bureau des calculs de l'Observatoire de Toulouse, donc pas celui de Paris. Et vous pouvez constater, à part que la photo est vraiment très mal conservée, qu'il n'y a que des femmes. Donc là, quand on arrive à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, il est admis que les calculs, c'est fait par des femmes. Les calculs, essentiellement. Et voilà. Quand on arrive en 1924, avec on est en pleine le boom de l'industrialisation, la mécanisation, et là, on obtient, ici, ça c'est une salle de calcul, donc avant l'invention des ordinateurs. Donc déjà, vous remarquez qu'on a vraiment besoin de calcul. Et donc ici, on voit, et quand on regarde ici dans la salle, on voit qu'il n'y a quasiment que des femmes. Si on regarde bien, on va trouver un homme, celui qui commande là-bas, et un autre ici, là il y en a un qui calcule là, un peu plus loin peut-être, on regarde en détail dans la photo. On voit, donc il n'est pas interdit de calculer si on est un homme, mais c'est vraiment une profession calculer, c'est vraiment une profession féminine. Et quand on dit computer, à l'époque, on pense à une femme. Et par exemple, vous avez peut-être Shannon récemment qui a été célébré les 100 ans de sa mort, je crois, et donc, qui est très important en télécom. Et Shannon, il s'est marié avec son computer. Voilà. Donc, qui était une femme qui était là. Et donc, comme on avait des sténodactylos, quand on était ingénieur ou chercheur, on avait son computer pour faire les calculs. Alors donc vous pouvez remarquer quand même que par rapport à d'autres images antérieures, là, elles ont des machines. Elles ont toutes des machines. Et donc effectivement, je vais quand même parler un peu des ordinateurs. Alors, voilà, tiens, d'ailleurs les calculatrices, ça a continué après l'invention des ordinateurs pendant un certain temps, puisque là c'est à la NASA en 1955. Il y a un film récemment qui est sorti, qui s'appelle en français, je crois, Les Figures de l'ombre, qui est sorti il y a quelques mois, quelques semaines, et qui raconte cette histoire de la fin des calculatrices de la NASA. Et donc voilà. Alors les ordinateurs, alors un tout premier, ou plutôt le calcul mécanisé, le calcul automatisé. Donc un des tout premiers calculateurs mécaniques connus.
c'est donc le boulier. Le boulier qui date d'environ 4 à 5 000 ans à Babylone. C'était probablement, celui-là c'est un boulier beaucoup plus récent, mais c'était probablement des petits cailloux qu'on poussait dans des rigoles, enfin c'est ce qu'on trouve dans les traces archéologiques. Et donc il y a et pendant des milliers d'années, c'était à peu près la seule mécanisation de calcul que l'on ait, c'était le boulier sous différentes variantes. Euh, mais en gros, c'était à peu près ça c'est le modèle chinois qui est encore très répandu. Actuellement, il y a plusieurs milliards de personnes qui utilisent des bouliers. S'il y a des gens qui sont originaires de Corée, de Japon, de Chine, de Russie, ici, et qui ont fait leurs études primaires là-bas, et donc ça a probablement utilisé des bouliers. C'est encore très utilisé par beaucoup de gens. Et pendant très longtemps, il n'y avait que ça. Jusqu'à le fameux Napier de tout à l'heure, qui invente les tables de logarithme. Alors ça, c'est une règle à calcul. S'il y a des gens dans la salle qui ont, allez, disons, plus de 55 ans, ou disons 60 ans, c'est sûr, et qui ont fait des études d'ingénierie, eh ben, ils savent utiliser une règle à calcul. Parce que c'était très populaire jusque dans les années 70, jusqu'à l'apparition des calculettes électroniques. Et ça, c'est une manière, en fait, on a les tables de logarithme. Il y a 3 éléments coulissants. Il y a cette partie-là, il y a la partie centrale, et ça permet, en fait, d'avoir une table de logarithme portable. Et en fait, dès le moment où Napier invente les logarithmes, et en fait, les règles à calcul existent. Donc, ça, c'est un modèle tout à fait récent des années 60. Et bon, donc ça a disparu. Ça a duré un bon 300 ans. Et voilà, c'était ça. Donc, et puis là, à cette même époque, il y avait besoin de calcul, puisque immédiatement, il y a une autre machine qui est inventée, alors que pendant des milliers d'années, on n'a rien fait. Et en fait, c'est manifestement au moment de l'invention de l'imprimerie et des télescopes, il y a eu tout un besoin de calcul qui est apparu à cette période-là. Et donc ça, c'est la pascaline, qui est disons le premier calculateur mécanique à avoir été fabriqué en série. Et ça, il n'y a pas eu de la pascaline, donc qui était assez cher, c'était peut-être plus un gadget qu'un vrai truc utile. Ça a duré pendant une centaine d'années, mais au moins c'était construit, c'était fabriqué. Alors que le calculateur de Leibniz, qui était trop cher à construire, et c'était moins cher d'employer des gens en fait pour faire le calcul. Et donc il n'a jamais été construit à l'époque. Enfin, il y a eu un prototype qui a été fait par Leibniz lui-même, mais il n'a jamais été fabriqué, il n'a jamais été utilisé. Il a fallu attendre peut-être plus d'un siècle avant que le calculateur de Leibniz soit utilisé. En fait, là, vous voyez, là, avec la manivelle, là, vous voyez ces tiroirs-caisses là, avec des manivelles, et ben en fait, c'est des machines de Leibniz, telle qu'elle a été conçue à l'époque, mais bon, elle n'a pas été construite vraiment à l'époque. Celle-là, elle a vraiment marché, mais c'était quand même compliqué à construire puisqu'elle a été conçue en 1820 et elle a été seulement construite en 1850. Ça, c'est une machine, ce qu'on appelle un calculateur de Colmar, ou arithmomètre Colmar, parce qu'elle a été faite à Colmar, le mec de Colmar. Et donc celle-là, elle a été utilisée pendant très longtemps, pendant près d'un demi-siècle. C'était celle-là qu'on avait. Et voilà. Ça, je fais un petit aparté là-dessus sur cette machine qui n'a pas été construite à l'époque, qu'on a réussi à construire que maintenant, avec Charles Babbage, qui a en fait inventé ou conçu le premier ordinateur tel qu'on les entend maintenant modernes, sans jamais pouvoir l'avoir construit. En fait, il a travaillé avec Ada Lovelace, qui est un personnage assez extraordinaire, assez connu, disons, dans la culture informatique, et dont il y a demain, à la même heure, une conférence sur Ada Lovelace. Donc je n'en dirai pas plus, sauf que les machines de Babbage, qui ont reçu beaucoup de budget, il y a eu des années de travail de la part de la royauté anglaise. Ça montrait bien qu'il y avait un gros besoin. Il a réussi à vendre ce truc-là, alors que c'était quasiment impossible à faire. C'était très révolutionnaire pour son époque. Elles n'ont jamais pu être construites parce que c'était trop compliqué à construire. Par contre, effectivement, les choses s'amélioraient et on arrivait à construire des objets mécaniques
plus complexe. Ça ressemble un peu à ça c'est une machine de Leibniz, et ça avec des boutons dessus, ça commence à ressembler à ce qu'on voit. Ça, c'était donc une machine portable qui s'est très bien vendue pendant quelques dizaines d'années, avant l'apparition de machines plus modernes. Donc ça, c'est la première machine qui lit des cartes perforées, inspirées des métiers à tisser. Et donc, c'est une machine IBM. Enfin, à l'époque, ça ne s'appelait pas IBM, mais cette machine-là allait donner IBM plus tard. Donc, effectivement, IBM, ça existe depuis 1880, quelque chose. En 1890, ils sortent leur première machine. Voilà, donc ça, c'est la machine de Hollerith. Ça, c'est une machine qui s'est construite en très, très grande, un nombre d'exemplaires absolument dingue. C'est celle qu'on voit effectivement. Qu'on voyait. Et ça, c'est les machines Burroughs, qui, pour ceux qui ont peut-être remarqué, des fois il y a des distributeurs bancaires qui sont de cette marque-là, qui n'a pas complètement disparu, mais bon, ils ont raté le coche contrairement à IBM. Et donc voilà, c'est celle qu'on voit ici dans cette histoire-là. Donc là, nous revenons à nos calculatrices. Et après, c'est un cartable, donc on le voit dans des machines Burroughs, mais électriques, puisqu'on est déjà à l'électrification, ce qui est encore plus rapide. Et en fait, c'est des machines assez sophistiquées, qui ont même des mémoires. Pendant qu'il est en train de mouliner un calcul, on peut en taper un autre, on peut taper le suivant, on peut commencer à saisir le suivant. Et voilà, donc c'est des machines électromécaniques, qui ne sont pas comme des ordinateurs de maintenant, mais c'est des calculateurs assez sophistiqués. Et voilà. Donc, tout ça aurait pu continuer comme ça tranquillement, mais donc Pearl Harbor, 1941, les États-Unis entrent en guerre. Alors effectivement, il y avait des phénomènes similaires en Allemagne et en Angleterre. Là, bon, je pars sur les États-Unis puisqu'il se trouve que c'est là qu'a été fait le premier ordinateur qui ressemble aux ordinateurs de maintenant. Mais il faut savoir qu'en Allemagne, il y avait les ordinateurs SUSE qui étaient antérieurs aux Américains. Et en Angleterre aussi, il y avait des ordinateurs qui ont été tenus top secret pendant très longtemps parce qu'ils ont servi, au décodage des codes secrets allemands. Et donc, mais essentiellement, donc, là, je vais raconter comment ça s'est passé aux États-Unis, où c'est documenté. Donc Pearl Harbor, et là, donc, qui dit les Américains entrent en guerre, et donc ils se mettent à fabriquer des canons. Ils se mettent à fabriquer plein de canons, des milliers de canons tous les ans, par an. Et en fait, chaque canon, là on ne le voit pas, mais chaque canon, il a une table de calcul de trajectoire balistique qui dépend de chaque canon, parce que c'est très précis. Et donc on va tourner, vous avez peut-être vu dans les films, on voit les mecs qui tournent des manivelles là pour mettre le canon dans une certaine position. Et en fait, la hauteur dans laquelle on met le canon, eh ben, ça va dépendre de la vitesse du vent, de l'hygrométrie. Si l'air est plus ou moins humide, il va freiner plus ou moins la balle du canon. Enfin, et donc en fait, pour tirer quelque part, on lui dit, il regarde sur une carte, il sait où il est, on lui dit où il faut tirer, et ben, il va devoir consulter une table. Et cette table-là, elle nécessite du calcul, beaucoup de calcul. Et voilà, ça c'est typiquement ce qu'il va avoir dans la main. En fait, il va avoir tout un livret, l'artilleur, chaque artilleur avec le canon est livré, tout un petit livret comme ça, dans lequel il y a des courbes, il y a des tables de chiffres. Enfin voilà, c'est assez compliqué. Et voilà. Et donc ça c'est pour voilà. Et voilà. Et donc ça. Ici, on est dans la salle de calcul du BRL, Ballistic Research Laboratory, donc en 1942, c'est-à-dire année 1 de la guerre des États-Unis. Et donc là, ils ont mis en place, donc il y a des centaines de computers qui ont été embauchés et qui calculent. Hein. Donc vous voyez, c'est toujours des femmes. On ne peut pas imaginer que ce soit des hommes, manifestement. Et donc elle calcule là avec, donc ça c'est la table à dessiner les trajectoires que vous avez vues. Enfin, il y a toute une série, ils sont aidés par des machines. Mais donc c'est ça. Donc le BRL, donc il finance une opération qui s'appelle l'ordinateur ENIAC. ENIAC, qui est un calculateur. Donc là vous voyez l'ENIAC avant qu'il soit fini, opérationnel, en cours de construction.
Et donc l'ENIAC, en fait, c'est le premier, enfin il y a eu d'autres ordinateurs, on va dire avant, mais celui-là, c'est le premier qui est électronique complètement. Il il fait ses calculs sans pièce mobile. Il n'est pas mécanique du tout. Ce qui fait que il est capable de faire 350 multiplications par seconde. Et il y a un autre concurrent, dont on parlera tout à l'heure, qui est le Mark I. Il lui fait une multiplication en 6 secondes. Et celui-là, il fait 350 multiplications par seconde. C'était tellement, tellement rapide par rapport à ce que pouvait faire un humain, même si c'était évidemment très cher à construire, c'était quand même beaucoup plus rapide. Il y a 18 000 tubes électroniques, 5 millions de soudures. C'était vraiment un travail de titan. C'était assez difficile à faire. Voilà. Alors j'en profite, je vais vous expliquer comment fonctionne, parce que vous allez comprendre la difficulté de l'ENIAC et donc des personnes qui ont travaillé là-dessus. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Alors ce qu'on appelle un tube électronique, c'était le nom qu'on donnait couramment en France à cette époque-là, où en fait le nom exact, ça serait, il faudrait appeler ça une triode à vide. Donc en anglais, ça s'appelait tube à vide, vacuum tube, ou bien tube tout court. Et ça fonctionne comme ça. Alors, le principe, ici, vous avez une diode et ici une triode. Alors, le principe de la diode, c'est ici, on a le filament chauffe cette pièce en métal. Donc, naturellement, quand on chauffe une pièce en métal, là, comme ça, elle va oups, non, c'est bon, je n'ai pas cliqué. Elle chauffe les électrons. Les électrons sont éjectés. Donc, si on applique une tension ici, et ben en fait, vu qu'il y a le vide, il n'y a rien qui bloque les électrons, qui les empêche d'avancer, puisqu'il n'y a pas d'air dedans, et ben les électrons vont migrer. Et donc, effectivement, ici, le courant peut passer dans ce sens-là. Par contre, si j'applique le courant dans l'autre sens, le courant ne passe pas. C'est ce qu'on appelle une diode. Le courant passe dans un sens, il ne passe pas dans l'autre. Voilà. Donc ça, c'est la diode. La triode, c'est à peu près le même principe. Ici, on chauffe, et les électrons partent, mais on applique une tension qui est trop faible pour que les électrons puissent traverser. Par contre, ici, il y a ce qu'on appelle la grille, qui s'appelle toujours la grille, c'est le terme, et ça date de l'époque. Donc ici, on a une espèce de grille, donc c'est un conducteur qui est comme une grille, qui a des trous. Et quand on met ici du courant, et ben le courant il va attirer les électrons jusqu'à la grille. Ils vont être accélérés, ils vont passer à travers la grille suffisamment pour être attirés ici de l'autre côté par l'anode. Et donc ils vont traverser. Donc ici, en fait, cette triode à vide, donc ce qu'elle permet, c'est que le courant va passer. Si je mets ici du courant, ça passe. Si je ne mets pas de courant, ça ne passe pas. Sauf qu'il n'y a aucune pièce, il y a aucune pièce mécanique. Un relais fait plus ou moins la même chose. Un relais, c'est une pièce avec un électroaimant. On met du courant dedans. L'électroaimant actionne un interrupteur. Ça fait clac, on l'entend. Et là, à ce moment-là, le courant passe. Et donc un relais on peut aussi faire un interrupteur actionnable par du courant. Donc en quoi c'est important? Et bien avec ça, on va pouvoir faire toutes les opérations possibles. Ça, effectivement, c'est encore comme ça que fonctionnent les ordinateurs actuellement. Enfin, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Et donc ici, d'ailleurs, c'est marqué transistor parce que ce n'est pas des triodes à vide, c'est des triodes d'un autre type qui s'appellent des transistors, des triodes à silicium. Et ici, le principe, c'est que ce qu'on appelle une porte NAND, c'est le contraire d'un et. NAND, ça veut dire not and. C'est le contraire d'un et, c'est-à-dire que quand un et, c'est vrai, si je dis ça et ça, c'est vrai, il faut que les deux soient vrais. Alors bon, ça va être peut-être un peu pour ceux ça fait longtemps qu'ils n'ont pas fait de la logique, ça va leur sembler un peu difficile. C'est pas grave, j'espère que vous comprendrez quand même un peu. Et donc le principe, c'est que ici, ça c'est des interrupteurs que j'actionne. Donc si je mets 1 et 1, donc ça va être le courant va passer. Donc en fait le courant ici, il va passer tout droit comme ça et il ne va pas aller là. Donc ici on va avoir 0. Par contre, dès que l'un de ces deux interrupteurs est ouvert, c'est-à-dire ne laisse pas passer le courant, et bien le courant il va aller là et donc on va avoir un 1. Donc ici, si on a 1 et 1, ici on a 0. Dans les autres cas, on a 1. Donc c'est ici la table de ce qu'on appelle la négation d'un et.
Alors pourquoi c'est très important la négation d'un et? Parce qu'avec un AND, ici ça c'est le symbole pour NAND, on fait A et B, et ici on a la sortie. Et ben ça c'est qu'avec un AND, on fait toutes les opérations logiques. Et donc on peut faire le NOT en haut. Ici, si on mélange les deux entrées, le A et le B, on n'en fait qu'une seule. Et ben effectivement, quand c'est 0, ça va donner 1. Je vous laisse vérifier. Et le et, ben, c'est la négation de l'autre. Vu qu'on a réussi à faire la négation, et ben, on va arriver à le faire. Je vous épargne le ou et la négation du ou. Mais donc, on peut faire toutes les opérations logiques. Et on peut faire toutes les opérations logiques. Et donc, on peut faire aussi des additions. Donc, ça, c'est des additions. Des additions de nombres binaires. C'est-à-dire un nombre binaire, si c'est 5 volts, ça vaut 1. Si c'est 0 volts, ça vaut 0. Et ici, donc, si on met la carry in, là-bas en haut, c'est la retenue, on met 0 et 1. Et ici, en sortie, on va avoir la somme des deux chiffres binaires, plus la retenue éventuelle s'il y en a une. C'est-à-dire, enfin, la retenue, elle va être soit 0, soit 1. Et donc, quand on a donc ça c'est un additionneur juste pour enfin, un chiffre et un chiffre, de nombres, ça additionne deux nombres à un chiffre. Et si on veut en faire plus comme ça, et ben on va assembler des trucs comme ça, on va en assembler plein. Et ça va nous permettre de faire des additions. Et puis les multiplications, c'est plein d'additions, etc. Alors, donc il faut voir, on a vu tout à l'heure qu'il y avait donc deux triodes à vide dans une porte NAND, etc. Donc ici, on voit ici, c'est une négation, donc c'est une seule porte NAND, donc il y a deux lampes à vide. Là, il y en a 4, etc. Donc en fait, on voit dans chacun des trucs, là, c'est une quantité, par ce schéma qui simplifie un peu les choses, il y a une quantité de composants qui est absolument phénoménale. Donc voilà. Et donc, comment on programmait l'ENIAC? Comment on programmait l'ENIAC? Eh ben, c'était une vraie catastrophe. C'était une vraie catastrophe. Il y avait des milliers d'interrupteurs, mais vraiment des milliers. J'ai essayé de trouver les chiffres pour savoir combien il y en avait. Et on dirait que personne n'a pris le temps de le calculer. Je n'ai pas réussi à trouver. Même les gens qui l'utilisaient l'ordinateur à l'époque, ils n'étaient pas capables de le dire. Mais en tout cas, c'était des milliers d'interrupteurs. Si on regarde les images, là, vous voyez ce que c'est, là, ces images-là? Tout ça, c'est des interrupteurs. Et il y a des murs comme ça de l'autre côté, sur l'autre face, il y a des interrupteurs partout. Donc, programmer l'ENIAC, c'était se pointer et actionner ces interrupteurs, qui sont des interrupteurs, comme vous pouvez voir, à 10 positions. Et donc, chacun, il fallait se rappeler où était la position. Et voilà. Et donc, c'est comme ça, et il y en avait plein partout. Et c'était ça, programmer l'ENIAC. Et d'ailleurs, comme on le voit ici, avec les opératrices, on n'appelait pas ça de la programmation, on appelait ça des opératrices, tu vois, c'est comme opérer, c'était facile, quoi, fastoche. Et ben donc, comme vous pouvez le voir, là, elle a des grappes de câbles. Il s'agissait non seulement de tourner des petits boutons comme ça, mais de brancher des tonnes de grappes de câbles. Voilà. Donc, en plus, il fallait se baisser et tout. Donc, si vous plaignez du travail de bureau, etc., et ben, voilà. Il faut savoir que ces femmes-là, elles avaient des doctorats en mathématiques et c'était assez harassant physiquement, mais elles étaient passionnées. C'était donc effectivement les premières programmeuses. C'était des calculatrices de tables balistiques. D'ailleurs, il me semble que l'une de cette femme-là, on la voyait dans la photo tout à l'heure de la trajectoire balistique. Et donc voilà, donc là elles sont en train de programmer. Elles sont en train de programmer. Et voilà, donc ça c'est les 6 premières personnes à avoir programmé un calculateur électronique universel. Il se trouve que c'est toutes des femmes. Toutes des femmes parce que c'était elles qui opéraient les calculateurs. C'était normal. Elles faisaient du calcul et puis après, elles utilisaient les calculatrices et après, elles faisaient ça. Ce qui était quand même un truc, mais qui était c'était assez exceptionnel. Donc elles ont travaillé pendant des années, complètement passionnées, non-stop, des journées très longues. Pour la petite histoire, je crois qu'à un moment, il y avait un bug, ils devaient faire la démo, et donc c'était depuis le debugging durait depuis des mois.
il ne trouvait pas. Et et tout d'un coup, il y en a, je ne sais plus laquelle, enfin là qui s'est réveillée en pleine nuit et qui a dit ça y est, je sais. Et c'était juste l'un de ces fameux interrupteurs à tourner qui était dans la mauvaise position et tout d'un coup, elle s'en est rendue compte dans son sommeil. Donc elle devait avoir dans sa tête, elle devait avoir ces milliers d'interrupteurs dans la tête. Alors, voilà, donc il faut, je ne résiste pas au plaisir de montrer encore le boulot là. Alors il y a même, mais bon, ça prend trop de temps. Il y a même un petit film, on les voit en train de travailler par hasard et on voit la passion, le bonheur avec lequel elles bossent. Et voilà, donc il faut voir ce que c'était quand même, parce que c'est un truc complètement dingue. Je ne pense pas que personne actuellement serait capable de faire ça. C'est absolument dingue. Parce que l'une des femmes qui a dit, cet ordinateur, c'était a son of a bitch, le programme. C'était un fils de pute. Voilà. Parce que le truc, imagine, ça c'est l'équation qu'ils ont fait lors de la première démo publique de l'ENIAC. Donc ça c'est une équation, déjà. Il faut y arriver. Il faut arriver à résoudre le truc. C'est l'équation qui permet de calculer la trajectoire d'un obus de canon dans une condition simple. C'est-à-dire que là, on n'a pas l'humidité de l'air, on n'a pas la courbure de la Terre, on a juste cette équation. Alors cette équation-là, il s'agit de la transformer en un truc comme ça, parce que c'est ça. Je veux dire, à l'époque, on n'écrivait pas des programmes. Et donc, elle s'est transformée ça en une espèce de câblage avec des portenants, des je ne sais pas trop quoi, là, comme vous avez pu voir tout à l'heure. Une espèce de truc complètement dingue. Et une fois qu'on a ça, il s'agit de transformer ça en des opérations de faire avec des petits boutons, des trucs et tout, etc. Donc, elle travaillait toujours par deux. Il y en avait une qui avait la checklist et qui lui disait tu fais ci, tu fais ça, et elle vérifiait que c'était comme ça. Donc elle faisait toujours par paire leurs opérations de manipulation. Alors c'était assez infernal, donc c'était pas facile du tout. Mais donc peu à peu, elles ont mis en place des méthodes qui leur permettaient de rendre les choses plus faciles, mis en place des procédures. En fait, elles ont inventé tout un système pour pouvoir faire ça. C'était absolument infernal. On a vu là 18 000 lampes, des milliers d'interrupteurs, c'était un truc de dingue. Je sais pas, je pense que je sais pas comment. Si aujourd'hui on devait faire ça, je ne sais pas si on arrivera à trouver des personnes qualifiées pour faire ça. Voilà. C'est là qu'arrive notre héroïne. Grace Hopper. Grace Hopper donc, était une mathématicienne. Donc on a tendance à penser elle comme une informaticienne, oui, parce qu'elle a inventé l'informatique. Et donc, mais en fait, donc, elle avait fait des études de mathématiques. Et donc ça, elle travaille sur le Mark I. Le Mark I, en fait, elle a participé à la conception du Mark I, qui était un ordinateur électromécanique, un ordinateur pas aussi universel que l'ENIAC. Il avait pas mal de défauts, mais c'était une des premières tentatives de calculer. Le Mark I, il a servi pour calculer la bombe atomique, enfin les calculs de la bombe atomique à Los Alamos. C'est-à-dire sans le Mark I et sans Grace Hopper, pas de bombe atomique. Bon, de son côté, elle a travaillé pour l'armée. En fait, elle a, voilà, oui, mais ceci dit, avant de parler de son côté, on va dire militaire, elle a été quelqu'un qui avait extrêmement beaucoup d'humour. Je vous conseille d'aller l'entendre dans un. Je crois on la voit dans une émission comique aux États-Unis. Elle va voir le présentateur comique et c'est elle qui mène le show et qui se moque du mec tout le temps. Et elle a vraiment un sens de l'humour assez dingue. Et ici, on lui doit cette blague qui est le premier bug littéral. Le premier bug littéral. Alors là, effectivement, ce que vous voyez sur une feuille de papier, c'est un bug qu'elle a collé avec du scotch. Et on utilisait déjà le mot bug pour dire qu'on avait un problème technique. Ça se disait, par exemple, en anglais, on dit « this is bugging me », ça me dérange. Probablement, c'est parce que des bugs qui piquent, tu vois, c'est quelque chose qui dérange. Donc le mot était déjà employé pour indiquer des problèmes techniques. Et là, tout d'un coup, dans les relais, le Mark I, donc avec des relais électromécaniques, il y a un insecte qui est coincé dans le relais qui empêche le passage du courant. Et donc, c'est un bug. Et là, tout d'un coup, elle sort le bug qui était coincé dans le relais 70. Et donc, voilà. Et elle dit, voilà, c'est le premier bug littéral. Le premier bug pour de vrai, un bug qui est un bug instancié par un animal. Donc, d'où ce qui a inspiré le titre sur les bugs, puisque effectivement,
l'expression debugging date de cette époque-là. On ne sait pas exactement historiquement qui l'a employé pour de vrai, mais si c'est les femmes de l'ENIAC ou Grace Hopper, mais en tout cas, ça date de cette époque-là. Voilà. Alors donc, pour reprendre la vie de Grace Hopper, donc elle fait un PhD. Elle commence par un PhD. Enfin, là, moi, je commence dans sa biographie. Donc, elle est née en 1906 et elle fait un PhD de mathématiques à Yale University. Pour ceux qui ne connaissent pas les États-Unis, c'est une des plus grandes universités des États-Unis. Et un PhD de mathématiques à Yale, à l'époque et actuellement, c'est toujours quelque chose d'assez important. Ensuite, elle est donc professeure au Vassar College, là où elle a fait ses études, et là où en fait son mari est professeur. Et donc c'est pour ça qu'elle va là. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est quelqu'un d'extrêmement brillant, et donc elle se sépare donc de son mari. Et là, elle est acceptée au Current Institute à New York. Pour ceux qui sont mathématiciens, il faut savoir, c'est qu'à l'époque, il y avait la guerre en France, donc l'école de mathématiques était détruite. C'était un des endroits un des hauts lieux des mathématiques du monde. C'était vraiment, donc elle était parmi les mathématiciens, elle était je dirais peut-être le top 100 des mathématiciens. Donc c'était pas juste comme ça par hasard, les hasards de l'histoire. Elle était vraiment avant de se mettre dans l'informatique, elle était très brillante. Par contre, ce qui est assez étonnant, c'est qu'elle a un peu abandonné une carrière académique brillante qui l'attendait. Et au moment du déclenchement de la guerre, elle décide, dans sa famille, il y avait beaucoup de militaires, elle était dans une famille de militaires, elle décide de s'engager, ce qui était c'était relativement courant à l'époque, même pour des femmes, et elle s'engage donc dans la Navy. Et là, la Navy, vu son niveau en mathématiques, elle l'affecte au projet Mark I à Harvard, qui est financé par la Navy et qui vise à automatiser le calcul. Donc elle travaille avec une équipe de chercheurs à Harvard à la conception du Mark I, qui est un calculateur programmable, enfin qui est un peu comme l'ENIAC, sauf qu'il est électromécanique, il est beaucoup plus lent. Elle travaille donc sur le Mark I, le Mark II, le Mark III, qui calculent donc les bombes à Los Alamos. Elle ne le savait pas spécialement à l'époque, hein, parce que c'était un programme top secret. Ils arrivaient avec des tonnes de trucs à calculer, ils les calculaient, et c'est tout. Donc en 1946, elle est nommée capitaine, et elle est de réserve, c'est-à-dire elle ne travaille plus pour la Navy. Et là, elle rejoint elle retrouve un poste donc, à Harvard, donc une université un peu plus prestigieuse, et elle est chercheur à Harvard. Et là, elle décide de quitter Harvard, de sa passion de l'informatique, en fait, et elle se met à travailler en fait, avec l'équipe qui a fait l'ENIAC, qui sont en train, à l'époque, de faire l'UNIVAC, qui est un ordinateur, qui sera en fait le premier ordinateur commercial, le premier à être vendu. L'autre, c'était un truc expérimental payé par l'armée au sein d'une université. Celui-là, l'objectif, c'est qu'il soit vendu. Et donc, effectivement, il est vendu, et c'est l'ordinateur, c'est un ordinateur donc, le plus puissant. Et il y a en compétition, il y a IBM. Là, on voit donc Grace Hopper devant la console de commande de l'UNIVAC. Et donc, effectivement, il faut voir qu'elle est déjà dans les années 50, elle a déjà plus de 45 ans. Donc, c'est déjà quelqu'un qui a une longue histoire dans l'informatique, alors que personne n'a une longue histoire dans l'informatique. Et donc, voilà, en 55, à force, donc elle commence au niveau du code, elle commence à prôner des pratiques qui ressemblent à ce qu'on a maintenant, la réutilisation des bouts de code, la documentation. En fait, là, elle travaille sur l'invention de l'informatique. Il y a le principe des boucles. En fait, c'est au niveau de, quand elle travaillait sur le Mark I, c'était des boucles littérales, c'est-à-dire en fait, c'était des rubans de papier qu'on insérait dans la machine.
Et donc là, en fait, elle les mettait en boucle, c'est-à-dire elle les refermait par l'autre côté, et donc comme ça passait en boucle. À l'intérieur, c'est comme ça, donc c'était des vraies boucles en papier. Mais bon, donc elle met en place toute une série de choses, et elle décide d'inventer un langage. Donc en 1955, elle commence à travailler sur un langage qui s'appelait donc à l'époque A0, et puis ensuite B0, et comme business language, parce que l'idée c'était tout le monde ne peut pas avoir un doctorat de mathématiques pour utiliser un ordinateur, il faut faire un truc plus simple. Et donc elle finit par inventer un truc qui finira son nom commercial, ça sera Flomatic, qui sert à programmer donc les machines Univac. Donc Flomatic, pour l'histoire qui est un peu commune à tous les gens peut-être ici dans le centre de recherche, vous connaissez ce genre de phénomène. Donc elle fait le truc, ça marche. Le premier compilateur, ça s'appelle, le truc qui transforme des phrases, des trucs qui ressemblent vaguement à de l'anglais, en des 0 et des 1 par un machin que comprend l'ordinateur. Et donc elle fait le premier compilateur. Et pendant plus de 2 ans, et quand elle se pointait, elle disait oui, il faut les ordinateurs, il faut pouvoir écrire des trucs en anglais. Et tout le monde dit mais on ne peut pas parler en anglais à un ordinateur. Suffit, point. Mais j'ai un truc qui tourne, j'ai une démo et tout. Non, laisse tomber. Et pendant 2 ans, alors qu'elle a un truc qui tourne, elle n'arrive même pas à convaincre les gens que c'est possible. Alors que ça marche déjà. Et les gens, ils n'arrivent pas à croire que c'est possible. Et donc, elle a pendant 2 ans, elle rame à faire accepter son truc. Et tout d'un coup, ça finit par marcher. Et donc, en 1960, le problème, c'est que Flomatic, ça fonctionne uniquement sur Univac. Et elle, ce qu'elle veut, c'est qu'en fait, on ait un langage qui puisse fonctionner sur n'importe quelle machine. C'est-à-dire qu'on fait un programme, on l'écrit une fois, et après, ça fonctionne sur n'importe quel ordinateur. Donc, il réunit tous les fabricants d'ordinateurs de l'époque. Donc, il y a le constructeur d'Univac qui change de nom régulièrement au fur et à mesure des achats, etc. Et il y a il y a Bureau, qui est et IBM, qui sont à peu près les 3 gros constructeurs de l'époque des premiers ordinateurs. Et donc ils se réunissent et ils essayent de se mettre d'accord sur un langage. Le langage s'appellera COBOL. Effectivement, il est complètement basé sur Flomatic. Si tu regardes COBOL des années 60 et Flomatic, c'est à peu de choses près, à part des petites modifications, c'est la même chose. Donc en fait, Grace Hopper a écrit COBOL, et COBOL est un langage qui est toujours utilisé. Et c'est peut-être un peu ringard, mais vu qu'il y a des tonnes de lignes de code qui sont écrites et des tonnes de programmes qui continuent à fonctionner, COBOL est un langage qui est toujours utilisé et probablement il le sera toujours. C'est-à-dire une fois qu'il y a tellement ça sera très difficile de jeter ces lignes de code. Bon, l'histoire future des prochains 1000 ans nous indiqueront si COBOL existera toujours dans 1000 ans, mais c'est fort probable. Donc voilà, je vous montre à quoi ressemble, comment on programmait à l'époque. À l'époque, c'est jusque dans les années 70, même peut-être début 80. Donc on programmait comme ça. Alors ça, donc en haut, on marque le nom, un commentaire, le nom du programmeur, s'il faut lui poser des questions. Et ensuite commence le programme. Et donc là, on écrit, donc on a des colonnes très précises, et on écrit ligne par ligne. À chaque fois, on a maximum 80 colonnes. Là, j'ai tronqué pour montrer le truc. Donc à chaque fois, il y a 80 colonnes. Les premières, on n'a pas le droit d'utiliser les premières colonnes qui vont être utilisées automatiquement pour numéroter. Parce qu'en fait, ces trucs-là, on les écrit à la main comme ça. Et ensuite, ils vont être mis sur des cartes perforées. Donc, on a ici une carte perforée. Ici, là, sur cette carte, c'est marqué procédure division. Alors ici, là, ça, c'est ces petits trous-là. Chacun indique, c'est du code ASCII pour les informaticiens. Et donc ici, chaque colonne indique. Donc ça, c'est une ligne. C'est une ligne et d'un programme. Et donc, si on avait un programme de 1000 lignes, on avait 1000 cartes. On avait 1000 cartes qu'on trimballait dans une boîte et on donnait ça à manger à une machine. Et le lendemain, on avait le résultat du programme. Généralement, ça n'a pas marché. C'était le cas le plus courant. Et puis, on recommençait jusqu'à on arrive à débugger le truc. Et voilà, donc il y avait. Ça, c'était le. Mais donc, pour le coup, par rapport, si on voit le gap par rapport à comment était programmé l'ENIAC et comment programmer ça, ça devient d'une simplicité incroyable, à tel point qu'on n'a plus besoin effectivement d'avoir un doctorat en mathématiques
et d'être très brillant pour pouvoir programmer. Donc effectivement, peut-être à ce moment-là, on n'a plus besoin de femmes très brillantes pour faire les calculs. Et donc voilà, donc ça c'est le COBOL. Alors donc si pour continuer sur la vie de Grace Hopper, donc effectivement s'il y a un truc à retenir dans lequel si je ne sais pas si dans des quelques centaines d'années on parle encore de Grace Hopper, ça sera parce qu'elle a écrit le premier langage informatique. L'informatique, cette notion de software et de hardware, le logiciel séparé du matériel, c'est Grace Hopper. C'est Grace Hopper qui a tout le temps défendu, lutté, s'est battu pour ça. La notion de, si vous entendez parler de software et de hardware, c'est grâce à Grace Hopper. C'est ça qu'il faut retenir. Et dans plein d'années, dans 1000 ans, à mon avis, on se rappellera de Grace Hopper, si on se rappelle d'elle toujours, pour cette raison-là. Parce qu'elle a inventé la notion de logiciel matériel, cette séparation. Au début, il n'y avait aucune séparation. On programmait le truc avec des interrupteurs et des câblages. Donc effectivement, par contre, elle était complètement passionnée. En 71, elle a travaillé pour Sperry Brand, s'appelle maintenant la compagnie dans laquelle elle bossait. Et donc elle prend sa retraite, c'est normal, elle a 65 ans. Et elle revient en anticipant sa retraite, elle revient à la Navy. Et elle continue, elle se met à travailler pour la Navy pour former à l'informatique en fait l'armée en général, l'armée des États-Unis. Donc pour les bons services rendus dans toute sa vie, en 83, donc elle est nommée contre-amiral, enfin l'équivalent américain. Et donc après, elle prend donc sa retraite de la Navy. Mais une fois retraitée de la Navy, elle décide de travailler pour Digital, et où elle travaillera jusqu'au dernier de ses jours, en pleine forme. On peut la voir dans les années, au début des années 90, blaguant et en pleine forme. Là, ça c'est une image qu'on connaît bien d'elle. Ça c'est quand elle a été nommée contre-amiral. Donc là, on la voit, elle était sur 131 avec son uniforme, et elle aimait bien porter son uniforme de la Navy. Et voilà. Et donc voilà, on lui doit quelque chose qui est très intéressant. Et donc là, il y a Lou qui va on va essayer de rejouer en fait une espèce de blague pédagogique que faisait Grace Hopper pendant toutes ces années dans lesquelles elle était à la Navy. Donc où elle faisait une œuvre pédagogique dans laquelle elle allait voir les gens, elle leur parlait. Voilà. Et donc ici, là, c'est donc ça, c'est des nanosecondes lumière. Alors la lumière, vous savez, ça va à 300 000 km par seconde. Et vous avez peut-être entendu parler des années-lumière. Les années-lumière, c'est une mesure de distance. Les gens, des fois, ils peuvent se tromper et penser que c'est une mesure de temps. Les années-lumière, c'est la distance que parcourt la lumière en une année. Par exemple, Alpha du Centaure, l'étoile la plus proche, est à 4 années-lumière. On peut mesurer aussi, bien sûr, en minutes-lumière. Le Soleil est à environ 8 minutes-lumière. Et la Lune est à environ 1 seconde-lumière. Et là, vous avez une nanoseconde-lumière. Et donc, Grace Hopper, pour bien faire sentir aux gens cette idée-là, et c'est en une nanoseconde, la lumière ne peut pas parcourir une distance plus grande que ça. Impossible. Ça, c'est les limites de la physique. Et donc, effectivement, nano, ça veut dire 1 milliardième de seconde, donc c'est quand même un temps très court. Et donc, ça fait en 30 cm. Vous avez divisé 300 000 kilomètres par 1 milliard, ça fait 30 cm. Et donc voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous permet de comprendre, cette idée-là, ce petit papier? Donc là, vous voyez ici ce processeur. Là, c'est marqué 4 GHz. 4 GHz, ça veut dire 4 milliards de Hertz. Ça veut dire qu'en fait, ici, une opération, ça prend 1/4 de milliardième de seconde. 1/4 de milliardième de seconde. Donc je vous demande de prendre votre petit ruban, de le plier en deux, puis de le replier en deux. Donc vous allez voir le plier en 4. Et donc vous vous retrouvez avec quelque chose dans la main qui doit faire environ
voilà, qui fait 7 cm environ. Et ici, regardez par rapport à ce composant. Ce composant, ça c'est la dernière génération de Intel. Et donc en fait, on peut peut-être en un quart de milliardième de seconde, c'est-à-dire ce que vous avez là dans la main, la lumière, elle peut peut-être faire un aller-retour dans le composant. Donc si on veut avoir un truc plus rapide, il faut le faire plus petit, pas de doute. C'est la seule manière, c'est de miniaturiser. Parce que là déjà, le simple fait, la lumière, le temps d'une opération, elle arrive juste à faire un aller-retour dans le composant, pas plus. Voilà. Donc ça, c'est ce qui permet de faire ça. Voilà. Alors, elle avait une autre blague, que là, je la trouve assez marrante aussi, qui était de continuer et de faire la... alors, j'espère qu'Amandine va réussir à faire ça. Alors, est-ce que tu arrives à dérouler? Ça marche? Voilà. Et donc ça, ce que vous avez là, c'est une microseconde lumière. Une microseconde lumière. Donc, elle arrivait avec son câble. Et une microseconde lumière, c'est 1 millionième de seconde. C'est juste 1000 fois plus que le petit ruban que vous avez dans la main. Sauf qu'une multiplication par 1000, on ne se rend pas compte de combien c'est. Donc là, il y a Amandine qui repasse. Voilà, elle continue. Elle est loin d'avoir déroulé son truc. Et c'est juste, pourtant, c'est que 1000 nanosecondes, c'est que 1000 fois le petit ruban que vous avez là. Et donc, ça fait 300 mètres. Ça fait juste 300 mètres. Que 300 mètres. Voilà, alors, une multiplication par 1000, pourquoi c'est important? Je vais vous raconter un truc. Comment on mesure la puissance de calcul? La puissance de calcul, on peut mesurer ça en le nombre d'opérations par seconde qu'on est capable de faire. Je ne sais pas si vous vous rappelez, l'ENIAC, il était capable de faire 350 multiplications par seconde. Donc on mesure ça donc en flop. Actuellement, on mesure ça en flops, des flops. Et c'est des floating point operations per second. C'est toujours comme les blagues d'informaticiens, les flops, je trouve ça marrant. Et voilà. Et donc on mesure même en gigaflop actuellement. Et la loi de Moore, la fameuse loi de Moore, qui était Moore, c'est le fondateur de Intel. Il a prédit à la fin des années 60 que la puissance de calcul doublait selon certaines fréquences. Alors là, donc en fait, on peut reformuler la loi de Moore. Actuellement, on a tendance à la formuler de cette manière-là. C'est-à-dire qu'on dit le nombre, la puissance de calcul disponible, c'est-à-dire le nombre de gigaflops disponible pour $1000, le nombre de gigaflops disponible pour $1000, ça double tous les ans. Ça double tous les ans. C'est-à-dire que tous les ans, on en a le double pour son argent, quand on prend le dernier matériel. Donc effectivement, les téléphones, il n'y a pas d'obsolescence programmée. Si on change d'ordinateur ou de téléphone tous les ans, c'est parce qu'il est, pour le même prix, 2 fois plus rapide. 2 fois plus rapide. Enfin, Ah, si, c'est vrai. Et donc... Non, excuse-moi, là, il y a une intervention, il y a de l'obsolescence programmée pour d'autres types de choses, mais pas pour les processeurs. Oui, je suis d'accord. Et donc ici, effectivement, ce qu'on remarque, c'est que si l'année 0, là, je vais vous montrer ce que ça veut dire doubler tous les ans. Donc on double la puissance disponible pour $1000 ou 1000 € tous les ans. Alors si en année 1, on va dire 1, on va prendre l'unité de base 1, par exemple on a 1 gigaflop pour $1000, et bien en année 2, on en aura 2, et puis ensuite 4, et puis ensuite 8, et puis ensuite 16, et puis au bout de 5 ans, on aura 32 fois plus, et puis ensuite 64, et puis ensuite 128, et en plus 256, 512, 1024. Donc en fait, là, vous voyez, là, on est en train de faire une multiplication par 1000. Vous vous rendez compte ce que c'est une multiplication par 1000? C'est juste une multiplication par 1000. Hein. Elle n'a pas fini, Amandine. Je rallonge un peu la sauce pour lui laisser le temps de finir. Alors donc ici, une multiplication par 1000. Une multiplication par 1000. Donc ça, c'est, par exemple, l'iPhone. Le premier iPhone, il est sorti il y a environ 10 ans. Et bien, l'iPhone là, qui va sortir là maintenant, cette année, il est 1000 fois plus rapide environ que l'iPhone d'il y a 10 ans. C'est pour ça qu'on peut maintenant parler à son téléphone et il comprend la chose. C'est parce que c'est vraiment, vraiment beaucoup plus rapide. Alors effectivement, en 20 ans, 1000 par 1000, ça fait 1 million. Et en 30 ans, ça fait 1 milliard.
Bon, je ne vais pas lui faire dérouler 1 milliard de fois la nane d'un seconde, on ne s'en sortirait pas. Mais déjà, vous voyez, 1000, c'est assez impressionnant. T'en es à combien là? T'as bientôt fini ou pas? Alors donc voilà. Alors effectivement, si on le regarde sur des vrais chiffres, ici on a par exemple, on a 6 ans de, enfin, 6 années de processeurs. Alors ici on a notre année 0, ici on a 43 gigaflops. Ça c'est la génération 2010 de l'Intel. Là ce qui est calculé c'est uniquement la partie GPU, où les gigaflops sont plus faciles à calculer. Et donc ici, en 2010, on a 43 gigaflops, 130, 256, 640, 700. Ici, on a 1000 gigaflops. Donc, on est passé de 43 gigaflops à 1000 gigaflops au bout de la 5e année. Au bout de la 5e année. Donc, effectivement, ça fait une multiplication 4 fois 3. C'est environ une multiplication. Donc, ça fait à peu près... Ça fait donc à peu près notre multiplication par 32 ici, de 2010 à 2005. Donc effectivement, on voit que c'est à peu près correct cette approximation. Hein, c'est juste une approximation. C'est une loi statistique. C'est pas garanti que ça puisse durer. Mais si jamais ça dure, là ici on a l'Univac, hein, sur lequel travaille Grace Hopper avec le COBOL, enfin Flomatic, et ici ça c'est sur une échelle logarithmique, c'est-à-dire qu'ici, chaque petit trait, ça correspond à une multiplication par 100. Donc ça, c'est une multiplication par 10 000. Ça, c'est une multiplication par 1 million. Et donc ici, ça, c'est la puissance de calcul disponible. Donc là, ici, ça, c'est là où nous, on est ici. On est à peu près ici. Là, c'est Core 7, 4 corps. Et on atteint bientôt la puissance de calcul d'une souris. Alors comment on calcule la puissance d'une souris? C'est pareil, c'est une approximation. Et est-ce que le calcul souris ou le calcul d'un cerveau, c'est la même chose que le calcul d'un ordinateur? C'est tout un débat philosophique. Mais effectivement, là, quand on continue, on a très proche, là, dans pas très longtemps, on obtient la puissance de calcul d'un cerveau humain. D'où peut-être tout l'affolement, l'intelligence artificielle, les robots qui vont nous voler notre travail, les voitures qui se conduisent tout seuls et tout. C'est parce qu'effectivement, on a des multiplications par 1000 de la puissance de calcul disponible tous les 10 ans. C'est énorme. Donc dans 10 ans, où en sera-t-on? 1000, ça fait beaucoup. Donc voilà, donc là, ça pourrait lancer un long débat. Et donc, voilà, pas de long débat, hop, on revient à Grace Hopper. Qui racontait des choses comme ça. Hein. Grace Hopper, effectivement, elle disait on est dans l'infance de l'informatique. Et là, vous voyez, donc il y a eu un bateau qui a été nommé en son nom. C'était une blague post-mortem hein, pour elle. Elle aurait sûrement apprécié d'avoir un bateau lance-missile qui portait son nom, qui avec cet écusson là de Amazing Grace, le USS Hopper, qui était là et tout. Voilà. Et donc on peut réutiliser son nom comme on l'entend, semble-t-il. L'armée le fait. Mais pas que l'armée. Donc ça, il y a la journée internationale de la célébration des femmes dans l'informatique qui s'appelle donc Grace Hopper, qui est organisée par Anita Borg, par l'Anita Borg Institute, qui est elle aussi une femme célèbre de l'informatique, comme il y en a d'autres. Voilà, donc je termine là-dessus et je passe la parole au public s'il y a des questions. Alors, Amandine, as-tu réussi à dérouler les 300 mètres? Ah, voilà. Bon, ben voilà. Donc, une multiplication par 1000, vous voyez, c'est vraiment pas de la rigolade. Quelqu'un veut dire quelque chose? Le programme baptisé Obsolescence est-il écrit en COBOL ou dans un autre langage? Ma remarque sur l'obsolescence a l'air d'avoir marqué le public. Effectivement, les ordinateurs, ils font vraiment beaucoup plus de choses. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des produits qui font exactement la même chose et qui sont construits de telle manière à ne pas durer longtemps et à se casser. On peut penser typiquement les machines à laver, les vélos, enfin des trucs comme ça qui évoluent pas beaucoup techniquement et on est obligé de changer parce qu'ils tombent en panne. Mais effectivement, les ordinateurs, eux, ils changent vraiment beaucoup. Donc on n'a pas la même chose entre un ordinateur d'il y a 10 ans et un ordinateur de maintenant. On n'a pas du tout la même chose. On a beaucoup plus de puissance de calcul.
et 1000 fois plus quoi, en 10 ans. C'est quand même énorme. On voit bien les 1000 fois. On voit bien les 1000 fois ici. Voilà. Alors, dans le dernier slide, tu montres que le dernier processeur Intel, il est tout près du cerveau de la souris. Donc si on en met 100, on monte encore d'une ligne et on va dépasser le cerveau de la souris. Or, je suis sûr qu'on a mis une centaine en réseau de calcul parallèle de processeurs comme ça. Est-ce qu'on a une souris ? Alors oui, alors là je vais m'en tirer par une pirouette d'un mathématicien qui s'appelait Dijkstra, qui disait la chose suivante. Il disait se préoccuper de savoir si les ordinateurs peuvent penser ou non n'est pas plus intéressant que de se préoccuper de savoir si les sous-marins peuvent nager ou non. Voilà, donc je vous laisse là-dessus. Les sous-marins, peuvent-ils nager ? Merci beaucoup Joaquin. Juste pour vous rappeler, demain à la même heure, on a une conférence sur Ada Lovelace, donc je vous invite à venir voir la deuxième conférence. Et puis toute la semaine, on a un programme dédié aux femmes qui ont marqué le monde du numérique. Donc il y a plein d'ateliers au 3e lieu qui auront lieu tous les jours de midi à 13h. Merci.